Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'événement Zero to One, qui est l'événement Startup de H7. On est content d'organiser cette session de 45 minutes ensemble pour parler d'inclusion numérique. C'est une thématique qui a été abordée ce matin lors du temps d'introduction, mais on trouvait important justement de prendre un temps avec différents acteurs que je vais vous présenter tout de suite pour creuser justement autour d'un intitulé d'ailleurs qui est un peu mystérieux, 13M, quand l'inclusion numérique passe à l'échelle. Et on essaiera ensemble d'expliquer cet intitulé. Autour de moi, je vais accueillir avec grand plaisir Marianne Beaufils, qui est chargée de projet et investissement, inclusion numérique et services au public au sein de la Banque des Territoires. Bonjour Marianne. Bonjour Julien, bonjour Comment à tous. Ça va très bien. Écoute, ravi de te retrouver. À ta droite, Stéphane Hutine, cofondateur de NEC. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour Julien, très bien. Ravi de t'avoir aussi avec nous aujourd'hui. Arthur Pinault, fondateur et CEO d'SOS Tech. Bonjour Julien, ravi d'être là. Tu es venu de Paris en plus ce matin? Ouais, ce matin exactement. Content que tu sois avec nous pour parler d'inclusion numérique. Et pour finir ce joli tour de table, Hugo Brunon, chargé de projet inclusion numérique, Métropole de Lyon. Bonjour, merci de m'accueillir. T'es le local de l'étape aujourd'hui? Exactement, le local de l'étape. Stéphane aussi, si je dis pas de bêtises, tu travailles à Pas Lyon? très loin. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un premier constat, et ça vous permettra aussi de comprendre l'intitulé, 14 millions de Français qui sont aujourd'hui exclus du numérique, qui ont en tout cas des difficultés. C'est une étude qui a été menée par le Conseil national du numérique. Et donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Par contre, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a des premières réponses et des premières solutions, et notamment une feuille de route qui a été publiée par l'État, une feuille de route 2023-2027, qui doit être encore, je cite, discutée et enrichie. C'est ça qui sera intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va rajouter, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi rajouter qui apporte de la valeur pour les bénéficiaires, pour ces 14 millions de Français. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, Marianne, sur justement le panorama que vous avez dressé au sein de la Banque des Territoires. Quel est le constat et qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer comme solution? Oui, alors t'as très bien introduit le sujet, Julien, en parlant des chiffres sur le numérique. On a longtemps parlé de 13 millions de Français exclus du numérique, et d'ailleurs, on y reviendra, d'où le 13M, ce qui nous avait inspiré. Récemment, on s'est rendu compte que le constat, en fait, était encore plus alarmant. Alors moi, je dirais pas 14 millions, je dirais même au-delà. Il y a un rapport récemment qui est sorti du CREDOC créa par la NCT, qui estime que ça va jusqu'à plus de 31% des Français qui sont exclus du numérique. Et donc ça veut dire quoi? C'est pas binaire, on n'est pas inclus, exclu. C'est un spectre beaucoup plus large sur le numérique, et ça veut dire que globalement, pour des raisons de moyens ou de compétences, on ne peut pas faire une démarche en ligne de bout en bout, individuellement, simplement. Et donc, il y a ce constat de toutes ces personnes qui sont exclues du numérique. Et donc, dans ce dispositif-là, et la Banque des Territoires, et ton rôle d'ailleurs, est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, alors donc moi je travaille à la direction de l'investissement à la Banque des Territoires, et en particulier sur les questions d'inclusion numérique. Et sur l'inclusion numérique, on a plusieurs casquettes. On est à la fois opérateur de mandat pour le compte de l'État, donc par exemple avec les conseillers numériques. On est partenaire de l'État sur des programmes comme France Service. Et puis après, avec nos fonds propres, on va subventionner énormément de choses également sur le sujet, comme les hubs pour un numérique inclusif, pour fédérer des acteurs sur les territoires. Mais on va aussi intervenir en investissement, et c'est plutôt ce qui nous concerne aujourd'hui, et notamment avec 13M. On a, sur cette volet investissement, on a fait une étude de marché l'année dernière pour essayer de comprendre un petit peu mieux le secteur de l'inclusion numérique, de le documenter. Et on s'est rendu compte que il y avait des structures qui étaient là depuis un moment, mais il y avait de jeunes acteurs encore peu matures, avec des modèles innovants, mais qui méritaient d'être un petit peu structurés, et qu'il fallait créer un nouvel outil, un nouveau dispositif qui soit un petit peu mieux adapté aux structures en stade de développement, en tout cas avant de peut-être investir, qui n'était pas tout de suite la bonne modalité d'accompagnement, mais qu'on puisse avoir un outil d'accélération de ces structures. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de 13M. Et d'ailleurs, on pourra en parler plus longuement, à l'instar des deux structures qu'on accompagne et qui sont présentes aujourd'hui. Peut-être une dernière question sur la notion de territoire, parce qu'on a la chance d'avoir notamment Hugo qui travaille pour la métropole de Lyon. Quand on dit la Banque des Territoires, c'est vraiment tout le territoire français. Qu'est-ce que ça cache?
Oui, alors complètement. Nous, on va vraiment se concentrer sur le spectre de la France. Donc, c'est sûr que quand il y a des structures qui veulent s'exporter à l'international, c'est très intéressant, mais ça nous concerne moins. On interviendra moins à ce moment-là. Là où, en tout cas, moi, j'aime bien intervenir sur des projets qui sont ancrés sur un territoire. Et d'ailleurs, on pourra en parler. Je pense que ça s'y prête bien avec NEC, SOS Tech, et qui ensuite, qu'on les aide à essaimer un peu plus largement sur le territoire français, à dupliquer leur modèle pour qu'ils puissent couvrir tout le territoire. Eh ben, la transition est toute trouvée, Hugo. Qu'est-ce que tu fais à la métropole de Lyon et dans quelle mesure ce que vient de présenter Marianne fait écho aussi à ta mission? Ça marche. Donc moi je suis chef de projet inclusion numérique, donc je travaille au sein de la direction numérique de la collectivité de la métropole de Lyon, de la direction des systèmes d'information, comme on l'appelle. Et du coup mon rôle c'est de copiloter la politique publique d'inclusion numérique de la métropole. Alors la métropole de Lyon c'est une collectivité qui est engagée depuis 4 ans maintenant sur le sujet, depuis 2019, un peu dans le sillage de ce que a fait l'État avec la stratégie nationale là qui sont en train de réfléchir, où en fait l'État s'est dit effectivement on va dématérialiser les services publics à horizon 2022 et de fait il faut quand même accompagner les gens qui sont pas forcément à l'aise avec les outils. Et du coup il y a beaucoup de collectivités qui sont emparées de ce sujet-là à ce moment-là, dont la métropole de Lyon. Donc au départ c'était un sujet qui était plutôt annexe finalement à une politique numérique qui était orientée ville intelligente, innovation, attractivité. Et aujourd'hui, on est vraiment un sujet qui fait partie des priorités de notre exécutif sur les questions du numérique. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Déjà, la crise sanitaire qui a beaucoup remis le sujet, on va dire, qui a mis en visibilité le sujet et les problématiques derrière, avec notamment tous les confinements qu'il y a pu y avoir. Et puis aussi, notre exécutif est aujourd'hui très axé sur des questions sociétales autour du numérique, donc notamment le numérique responsable, tout ce qui touche à l'impact que peut avoir le numérique, la question de l'inclusion évidemment, donc le volet social, et puis le numérique éducatif. Donc voilà, nous on a la gestion des collèges à la métropole de Lyon, puisqu'on a les compétences du département. Et du coup voilà, on a aussi cet exécutif qui est très porté sur ces sujets-là. Donc depuis 2021, on a structuré une feuille de route, une stratégie qui est très ambitieuse autour de 3 grands objectifs. Donc le principal, c'est d'animer et coordonner et de soutenir aussi une communauté d'acteurs, comme à l'image de ce que fait H7 avec la communauté des startups et de la tech. Nous, on le fait aussi sur les acteurs de l'inclusion numérique. Donc quand on parle d'acteurs de l'inclusion numérique, on parle de qui ? On parle des conseillers numériques, notamment de la Banque des Territoires, des médiateurs numériques, dans des médiathèques, dans des centres sociaux, un écosystème très large. Les acteurs du social aussi, les travailleurs sociaux, des conseillers emploi par exemple, qui ont aussi, qui sont au quotidien auprès de ces publics-là en fragilité. Et du coup, notre objectif, c'est vraiment d'animer, d'outiller ces professionnels pour qu'ils soient plus à l'aise dans l'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Je creuse juste sur un point quand tu dis animer, et tu sais que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi à H7. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ce dispositif d'animation ? Pas mal de choses. Alors on essaye d'organiser des temps régulièrement, comme à l'image de ce que vous faites aujourd'hui. On a un événement annuel du réseau, donc le réseau qui s'appelle Résine, comme réseau de l'inclusion numérique sur le territoire de la métropole de Lyon, qui compte 200 structures au sein de ce réseau. Donc c'est un territoire qui est très riche, qui est dynamique, avec beaucoup d'initiatives. Donc tous les ans on organise un événement pour justement un peu comme aujourd'hui, faire acculturer les personnes autour du sujet, créer une culture commune, et puis que chacun puisse aussi échanger, se connaître autour de ces problématiques, parce qu'il y a des gros besoins. Et puis on organise aussi régulièrement des webinaires avec les acteurs pour aussi présenter ce qu'on fait, présenter des initiatives qu'il peut y avoir, voilà, pas mal de choses. Le volet formation aussi, on essaye de proposer des contenus de formation régulièrement sur un certain nombre de sujets. Voilà, ça regroupe un peu tout ça. Et justement, il y a une initiative que vous avez en commun avec Arthur, et vous travaillez ensemble d'ailleurs dans cette logique d'animation. Arthur, donc tu es, je le rappelle, le fondateur et le CEO d'SOS Tech. Qu'est-ce que propose SOS Tech ? Et tu nous fais un peu d'histoire aussi. On aime bien aujourd'hui particulièrement les histoires d'entrepreneurs, mais quand est-ce que tu as commencé ? Alors moi j'ai lancé SOS Tech il y a à peu près 3 ans. À ce moment-là j'ai 18 ans et très rapidement pour faire la petite histoire, moi, j'ai des grands-parents qui sont des bons exemples de personnes âgées totalement perdues avec les outils numériques. Donc je prends conscience un petit peu de cet enjeu de la fracture numérique.
en les aidant et puis en voyant vraiment les difficultés qu'ils rencontrent en n'ayant pas baigné dans ces outils depuis leur plus jeune âge. Et donc à ce moment-là, je décide de lancer SOS Tech pour essayer de lutter contre la fracture numérique et le faire en accompagnant les collectivités. Marianne l'a très bien dit, il y a des enjeux qui sont extrêmement complexes et extrêmement variés. La fracture numérique, elle touche des publics différents, c'est des défis qui sont très spécifiques et c'est compliqué pour une collectivité de pouvoir répondre à tous ces défis toute seule. Et donc nous, notre enjeu, c'est de réussir à construire des dispositifs sur mesure pour essayer d'aider les collectivités à répondre à des problématiques précises et trouver une complémentarité avec ce qui peut déjà exister dans la collectivité. Et c'est ce qu'on fait justement avec la métropole de Lyon. On travaille ensemble depuis 1 an et demi à peu près maintenant, ça fait un certain temps. Ça commence en tout cas. C'est ça. Et comme disait Hugo, il y a beaucoup d'acteurs qui existent sur le territoire. Et donc nous, on a voulu se positionner sur un dispositif d'assistance par téléphone, qui est complémentaire justement avec les lieux physiques, avec les acteurs de terrain, pour réussir à avoir un premier contact avec les personnes en difficulté avec le numérique, qui ne vont pas forcément se déplacer. Et tu peux nous partager quelques chiffres, justement ? On Ouais. parle de combien de personnes sur le territoire de la métropole de Lyon ? Alors aujourd'hui, on accompagne à peu près 300-400 personnes par mois qui nous appellent sur la hotline d'assistance numérique et qu'on va pouvoir nous accompagner à distance pour les aider à résoudre des problématiques numériques, de démarches administratives, d'utilisation des outils, mais aussi pouvoir les réorienter vers des lieux justement physiques, vers des conseillers numériques, vers des endroits où ils vont pouvoir trouver un accompagnement plus avancé. On a vraiment cherché avec Hugo à articuler la hotline avec les autres dispositifs de la métropole pour réussir à trouver une vraie complémentarité et des synergies. Et Hugo, peut-être un petit retour de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que vous avez voulu chercher en mettant ça en place et un retour d'expérience après quelques années ? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? Ça fait effectivement 1 an et demi avec une coupure au milieu. Enfin, on a expérimenté d'abord, on a fait 6 mois d'expérimentation pour voir un peu comment ça prenait, l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Et après, du coup, on a évalué, on s'est rendu compte que c'était un service qui était très pertinent et qui était très complémentaire effectivement de ce qu'il peut y avoir sur le terrain. L'idée, c'est pas de faire concurrence, c'est vraiment d'être complémentaire avec les services, les solutions qu'il y a sur le territoire de la métropole. Voilà, et du coup après on a décidé de pérenniser ça. L'idée c'était de multiplier les canaux, on va dire, et de pouvoir proposer un service d'accompagnement à distance qui soit accessible aussi bien qu'on habite dans le centre de la ville de Lyon ou en périphérie, dans des communes, on va dire, pas rurales parce qu'il n'y a pas vraiment de ruralité à la métropole de Lyon, mais en tout cas plus périphérique. Et en fait, on s'est dit que c'était vraiment notre rôle de proposer ce service-là, un peu à l'image de ce qu'avait fait la Mednum, donc la coopérative nationale, avec le service solidarité numérique pendant le premier confinement, où en fait ils avaient mis en place ce type de hotline avec des médiateurs numériques bénévoles qui pouvaient accompagner des personnes qui étaient du coup coincées chez elles et qui avaient besoin d'assistance sur le numérique. Donc ça nous a beaucoup inspiré, on a échangé avec Arthur et ça nous semblait vraiment très pertinent, donc on a testé et les retours qu'on avait étaient vraiment très positifs, notamment auprès de nos structures d'accompagnement local, les maisons de la métropole, donc qui sont nos structures de proximité, avec là où on trouve nos travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes, les bénéficiaires du RSA par exemple. Et en fait ces personnes-là à l'accueil notamment nous disaient c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir une réponse concrète à apporter aux gens qui viennent avec une problématique numérique et qui nous disent jusqu'à présent je savais pas trop vers qui orienter, là c'est facilité avec un flyer, une carte de visite qu'on remet avec le numéro, les gens appellent et voilà, donc c'est un service qui a beaucoup plu et qu'on a décidé de pérenniser. Donc un service complémentaire et non pas supplémentaire au service évidemment des bénéficiaires, mais aussi un outil en plus pour les structures. D'une initiative géniale à une autre, je me tourne vers toi Stéphane. Tu es, je le disais, cofondateur d'un projet qui s'appelle NEC, d'une entreprise qui s'appelle NEC, d'une association. Association pour le moment. Et je te laisse nous en dire un peu plus. Nous sommes partis avec le projet NEC, donc Mehdi Ben Safi et moi, les créateurs du projet, sommes partis sur un postulat tout simple, c'est que les missions locales, les centres sociaux ont du mal à capter la jeunesse actuellement, et qu'en fait on n'allait pas vers eux, et souvent on essayait de les attirer, ce qui est très difficile comme première problématique. Et du coup, on a décidé d'utiliser une thématique forte au sein des jeunes, mais pas que des jeunes, c'est le jeu vidéo. On s'est dit, plutôt que de subir le jeu vidéo et de le diaboliser comme on peut l'avoir trop longtemps diabolisé, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser de manière intelligente pour attirer en fait un public et pour pouvoir après lui faire des choses qui ne sont pas forcément que liées au jeu vidéo.
Et dans ce schéma, on a créé des programmes qu'on appelle hors les murs, avec des interventions sur lesquelles on peut exister dans une mission locale, sur une médiathèque, sur des lieux qui existent déjà, on atterrit déjà, et on propose d'attirer ce jeune public et de lui parler du coup, de lui amener d'autres thématiques. Et ça fonctionne plutôt bien, à tel point qu'on est parti sur un tiers-lieu numérique, où on est allé au-delà même de ces missions. Puisque le but du tiers-lieu numérique n'est pas que d'attirer des jeunes, il va y avoir des missions évidemment de transformation, c'est un cheval de Troie pour nous. Et le but, c'est de lutter contre la fracture numérique, faire du soutien scolaire et de l'aide à la professionnalisation. On va faire un accompagnement des jeunes pour pouvoir se professionnaliser. Et du coup, le lieu est devenu un petit peu, sur le premier qui est sorti à Vaux-en-Velin, le lieu est devenu un petit peu on se rend compte que c'est un point d'entrée vraiment utile pour aller capter tout public, parce que du coup on a les parents qui viennent avec les enfants, on touche même des seniors avec des activités spécifiques, notamment un tournoi qui s'appelle Silver Geek sur lequel on est positionné avec du Wii Bowling, où des seniors font des compétitions, mais ça nous permet d'avoir un lieu inclusif, intergénérationnel, qui dédramatise en fait la problématique de l'inclusion numérique, parce que on a toujours plutôt une sensation d'exclusion numérique que d'inclusion numérique, et on a la peur d'aller demander de l'aide souvent, et en venant dédramatiser, donc en menant une thématique comme le jeu vidéo, on parle comme ça sur un coin de table des problématiques des gens de manière générale, et en fait on va arriver vers le conseil petit à petit, et là on va pouvoir, nous en tant que lieu ressource, soit les aider, soit les orienter vers un acteur qui sera en capacité de les aider. Comment vous êtes rejoints tous les deux avec Mehdi sur cette problématique-là ? Alors on a deux casquettes très complémentaires. Mehdi qui vient de la partie sociale et sportive, puisqu'il il travaille actuellement pour Paris 2024 et a une vraie visibilité, en tout cas une vraie vision de réussite et d'excellence. Et moi de mon côté, j'ai plutôt une casquette qui vient du monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Qui a un constat, puisque ça fait des années que je suis dans ce secteur. J'ai été président de France e-sport, qui est l'équivalent de la fédération, pendant 5 ans. Et de cette vision globale, j'ai fait le constat des chiffres. Plus de la moitié des Français jouent aux jeux vidéo. Donc pourquoi diaboliser un outil que plus de la moitié des Français utilisent, alors qu'on pourrait en faire quelque chose de bien ? On est allé même plus loin, on s'est rendu compte que sur l'e-sport, qui est une nouvelle discipline, en tout cas une somme de disciplines qui arrive maintenant chez tous les jeunes, si je devais faire une équivalence, 2,2 millions de licenciés dans le foot en France. On a un nombre d'équivalents licenciés dans l'e-sport de 5 millions en France. C'est des gens des jeunes ou moins jeunes, qui viennent jouer aux jeux vidéo, qui sont prêts à payer pour participer à des compétitions. On est sur 5 millions de personnes. Ça veut dire quand on voit le cadre qu'il y a en face dans le monde du foot, et qu'on regarde le non-cadre qu'il y a dans l'e-sport, il y a besoin de lieux ressources, il y a besoin de gens qui viennent faire de la pédagogie autour de cette nouvelle discipline. Donc ça, pour nous, c'est le cœur de notre métier. C'est notre besoin, il est là, il est de venir faire de l'inclusion aussi sur ce sujet-là, parce qu'on a des parents qui sont perdus à la maison, ils ont besoin d'être accompagnés, et ça fait partie du projet de les amener vers le numérique par ce biais-là, et de les reconnecter aussi avec leurs enfants, parce que souvent c'est une raison de déconnexion entre les parents et les enfants, parce qu'on ne comprend pas l'activité, et du coup, ce qu'on ne comprend pas, souvent on le diabolise. Et Marianne, c'est une des raisons peut-être qui t'a particulièrement séduite pour sélectionner NEC et SOS Tech dans le cadre de 13M. Oui, complètement. J'allais rebondir justement sur ce que tu disais, Stéphane. C'est un vrai sujet sur l'inclusion numérique, de savoir comment capter les publics. Et vous parlez souvent avec Mehdi de l'ingénierie de prétexte. Et je trouve que ça s'y prête bien parce qu'on a du mal à identifier les publics qui ont besoin d'être accompagnés et ensuite de les diriger vers les bons lieux, les bons endroits où ils peuvent être accompagnés. Et ça fait partie d'ailleurs des orientations de la feuille de route là, du Conseil national de la refondation dont tu parlais sur le volet inclusion numérique. Il y a vraiment tout un pan sur comment diagnostiquer les besoins et comment rediriger les publics. Et ça, c'est des questions qu'on continue à se poser, qu'on se pose aussi avec les conseillers numériques. Et je trouve que c'est super de pouvoir essayer cette modalité-là, de voir si ça fonctionne, si on arrive à capter des jeunes et des moins jeunes, comme tu disais, avec
ce prétexte du jeu vidéo. Et puis après, vous avez plein d'autres choses aussi autour de ça et plein d'autres projets qui sont liés. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis évidemment, SOS Tech qui est le cœur aussi de l'inclusion numérique avec la médiation numérique, une belle structure qu'on trouvait intéressante d'accompagner. Et je vais me faire aussi porte-parole de ceux qui ne sont pas là. Exactement. Parce que là, c'est vrai On qu'on embrasse. représente bien tout le pan qui est sur la médiation numérique, la formation des publics, donc comment on acquiert les compétences. Mais il y a aussi d'autres volets sur l'inclusion numérique, et on en parlait tout à l'heure avec Hugo, tu reviendras peut-être, sur l'équipement. Il y a vraiment la notion de... on ne peut pas accéder au numérique parce qu'on n'a pas les compétences, mais aussi parce qu'on n'a pas les moyens financiers ou techniques d'être équipé. Et à ce titre-là, on accompagne Informatruck, qui est un réseau de camions ateliers autonomes qui se déplacent dans les zones rurales pour aller vers les publics et pour pouvoir réparer, reconditionner du matériel informatique. Et donc, qui peut pallier ce problème de l'équipement dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, on a Lizio, donc là, la question sur l'accessibilité numérique. Une fois que vous êtes derrière un écran, comment est-ce que vous faites pour le lire si vous êtes dyslexique, si vous êtes daltonien, si vous êtes une personne âgée, et plein d'autres sujets. Eh bien, avec Lizio, vous pouvez adapter votre interface justement en fonction de vos besoins. Et même si vous êtes dans une zone bas débit qui capte mal, ça, c'est aussi des sujets qu'on essaye d'adresser. Marianne, je te remercie d'avoir cité les 4 projets lauréats de cette première promotion, mais je me tourne vers Hugo parce que je me souviens qu'on avait eu une discussion très intéressante sur les lauréats. On avait discuté ensemble des projets qui étaient évidemment suivis par la métropole de Lyon, et NEC en faisait partie, et on avait eu un premier échange là-dessus. Dans quelle mesure c'est un projet qui vous intéresse, vous, au sein de la métropole de Lyon, et quels sont les enjeux finalement, Mehdi en a parlé, mais qui peuvent être communs? En tout cas, c'est vrai que c'est un projet qui nous intéresse beaucoup. Puis déjà, tu en parlais, la question de l'ingénierie du prétexte, c'est cette question de comment est-ce qu'on va aller capter ces publics-là spécifiquement. Et le projet NEC, il répond très bien. Alors, on n'a pas la chance aujourd'hui de travailler encore ensemble. Je pense que ça va amener à évoluer. mais en tout cas, oui, c'est des enjeux qu'on partage, notamment sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos élus sont très sensibles autour des questions d'inclusion et de numérique éducatif. Et un des sujets qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire du numérique au sein des collèges, auprès des collégiens et puis de leurs parents. Ces questions de parentalité qui sont très importantes pour nous. Comment on va chercher les parents, comment on les intéresse sur les sujets numériques. Aujourd'hui, on sait qu'un des gros enjeux du numérique, en tout cas tel qu'on le conçoit, c'est l'accès aux droits. C'est-à-dire, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accéder à leurs droits sociaux parce que c'est numérisé. Et du coup, donner envie aux gens d'aller faire du numérique par l'accès aux droits, on voit que ça ne marche pas, que ce n'est pas forcément très sexy. Par contre, sur des sujets qui peuvent intéresser un peu plus, comme le jeu vidéo par exemple, on voit que vous arrivez à toucher à la fois des personnes âgées et puis des jeunes. Voilà, c'est sur ces choses-là qu'on arrive à se retrouver. Et ça fait écho à une discussion qu'on a eue ce matin sur le fait que l'impact finalement était en train de devenir une nouvelle norme. Est-ce que l'inclusion numérique, elle ne doit pas être finalement présente de partout, dans le jeu vidéo, pourquoi pas dans d'autres activités connexes, et que chaque entreprise, start-up, prenne en main, en tout cas, cette question-là? Oui, complètement. Enfin, moi, si je peux rebondir, en fait, l'inclusion numérique, c'est un secteur qui est transverse à d'autres secteurs. Il faut qu'il y en ait partout, puisque aujourd'hui, il y a du numérique partout, tout est digitalisé. Et donc, on ne peut pas ne pas parler inclusion numérique, notamment quand on parle de la banque, par exemple. Vous avez besoin d'inclusion numérique dans ces domaines-là. Sur la santé, vous en avez besoin. Et les acteurs prennent de plus en plus ça en main, mais pas encore suffisamment. Donc on continue à pousser en expliquant que de toute façon, c'est un levier d'adoption des autres solutions. Si vous ne faites pas d'inclusion numérique, vous vous coupez d'une partie en fait, de la population. Arthur, c'est ce que tu vis aussi auprès des bénéficiaires que tu accompagnes, ce genre de retour? Oui, complètement. Nous, c'est vraiment aussi un raisonnement qui a pris du temps à monter. C'est-à-dire qu'au début, on était vraiment axé sur la fracture générationnelle. Ensuite, on s'est rendu compte que ça touchait d'autres publics. Et là, effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment sur une problématique qui touche tous les pans de la société. De plus en plus, moi, je dis à mes clients et aux personnes qu'on rencontre que la fracture numérique, c'est l'affaire de tous.
donc des collectivités, mais aussi des entreprises. Et en fait, la fracture numérique, elle va avoir un coût, finalement un coût pour l'ensemble de la société, que ce soit typiquement pour les entreprises sur la formation des salariés, sur les recrutements, sur aussi la digitalisation des entreprises, qui est freinée par le manque de compétences. Et donc aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette problématique de l'inclusion numérique, et donc tout le monde devrait, ou en tout cas, essayer d'être acteur sur ces questions-là. Et on y arrive de plus en plus. Nous, on travaille de plus en plus avec des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des startups, qui veulent se mobiliser sur cette question-là, parce que voilà, elles sentent l'importance de ces enjeux et la nécessité d'agir aujourd'hui pour former l'ensemble de la population à la maîtrise des outils numériques. Et juste par rapport à ça, je rajouterais aussi, pour arriver à les engager, ces entreprises-là, il faut aussi leur montrer l'intérêt qu'elles peuvent avoir, notamment, tu parlais de la banque ou de l'assurance, ou voilà, toutes ces entreprises-là qui ont beaucoup de services numériques, et de leur faire comprendre que finalement, il y a une partie qui n'a pas accès, et que peut-être ça peut être aussi pour eux de nouveaux clients, de nouveaux potentiels clients, et que voilà, c'est aussi à elles d'aller faire monter en compétence ces gens-là pour qu'ils puissent, in fine, utiliser leurs services. Et Stéphane, vous souhaiteriez travailler avec des grandes entreprises aussi ? Est-ce que ça ferait sens ? Nous, ça fait sens, parce que derrière, on a cette idée d'inclusion numérique, elle se limite aussi elle dépasse un petit peu le sujet. Il y a une notion de formation de manière générale, et effectivement, la formation, on le voit bien, il y a beaucoup de questionnements sur le recrutement actuellement, sur les compétences transverses des jeunes, et on a ce vrai sujet de comment intéresser les jeunes aux métiers, les futurs métiers même, parce qu'on a beaucoup de métiers qui se créent, qui sont dans le numérique, pour beaucoup, qui vont se créer à partir de jeunes, qui vont décider d'aller vers tel ou tel champ d'univers, que ce soit de l'IA ou d'autres sujets, mais qui d'eux-mêmes vont développer des compétences. Mais comment on les met en lien avec les sociétés pour que demain ces compétences soient utiles ? Et donc notre but aussi avec le NEC, il va être essayer de détecter des compétences transverses via le jeu vidéo. C'est à nouveau l'ingénierie du prétexte. On va chercher le jeu vidéo, on va détecter des compétences transverses chez les jeunes et on va les emmener vers des métiers où ils peuvent se sentir à l'aise. Et ensuite, il y a le sujet de la formation qui se pose. Et c'est là qu'on a besoin aussi des entreprises. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on propose des formations qui sont utiles aux entreprises et pas des formations qui sont juste utiles aux formateurs. C'est un vrai sujet et un enjeu, et du coup le lien doit se créer très rapidement avec l'entreprise. Je trouve que ça nous amène logiquement à la question du passage à l'échelle finalement. Dans vos deux discours, ça ressort, c'est qu'effectivement il y a un impact local qui est très fort mais qui mérite d'être systémique. Et je pense que c'est aussi toute la mission de l'accélérateur 13M, c'est de permettre d'avoir le maximum d'impact possible. Donc on parle de 13 millions, alors on parlait de 13 millions, maintenant 14 millions, et puis on a compris que c'est plus. Marianne, tu peux nous repartager aussi les objectifs de cet accélérateur, et ça nous permettra aussi de comprendre pourquoi vous avez voulu le rejoindre. Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a voulu créer un dispositif qui soit vraiment adapté à ce secteur, donc dédié à l'inclusion numérique, à des structures qui ne sont pas matures, qui sont en train de se développer avec des modèles économiques encore tâtonnants. Et on s'est associé pour ça à H7, qui accompagne les structures dans leur accélération, et aussi au groupe SOS, qui est un formidable terrain d'expérimentation pour ces structures et qui connaît très bien le secteur de l'ESS. Donc on a décidé de lancer cet accélérateur pour accompagner 8 structures dans leur passage à l'échelle, 8 structures de l'inclusion numérique qui vont répondre à cette fracture, ou du moins en partie trouver des solutions pour réduire cette fracture numérique. C'est 13 millions de personnes et malheureusement même plus de personnes éloignées du numérique. Donc 8 structures en 2 promotions. On a commencé par 4. Donc là, on vous a cité NEC, SOS Tech, Lysio, Informatruck, qui sont les 4 premières structures qu'on a sélectionnées au début de l'année. Et puis, on aura une deuxième promotion, on en parlera, je pense, un peu plus tard, qui commencera. Donc, on aura un appel à candidature à la fin de l'année de cette année 2023 et qui commencera à l'année 2024. Et l'idée, juste pour expliquer un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on a cherché, qu'est-ce qu'on a ciblé dans ces structures, on ne s'est pas mis en tête de chiffres précis, mais il fallait qu'il y ait un modèle économique qui ne repose pas uniquement sur de la subvention, qui est une recherche de modèles économiques justement, et d'avoir aussi un aspect, ce qu'on dit B2G, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux collectivités ou en tout cas aux institutions publiques, que ça peut être les écoles, les collectivités territoriales, qu'il y ait vraiment une dimension publique qui soit importante pour ces structures.
Alors, dans le programme, on retrouve énormément de choses. C'est aussi ça la richesse du programme. Des permanences, des ateliers, du coaching, du mentorat. Je vais aussi insister sur le mentorat. Je trouve que c'est une des belles spécificités du programme, c'est de permettre à des collaborateurs et des collaboratrices de la Banque des Territoires, qui ont été sélectionnés d'ailleurs soit pour leur expertise, soit pour leur réseau, soit un peu des deux finalement, Ouais, complètement. pour accompagner les deux projets. Et Arthur, ça m'amène à une question assez simple. Qu'est-ce qui t'a séduit quand tu as vu et quand tu as entendu parler de 13M en fin d'année dernière, et qu'est-ce que tu en retires après 3 mois? Alors moi, ce qui m'a séduit déjà, c'est le nom. Justement, le nom, je trouve qu'il donne vraiment le ton. Il exprime très bien ce besoin. C'est-à-dire que moi, depuis le moment où je me suis intéressé à la fracture numérique, donc il y a 3-4 ans, je vois tous les ans le baromètre du numérique qui sort. Je vois marquer 13 millions de personnes en situation de fracture numérique. Et ce chiffre, il évolue pas, ce qui peut pousser à un petit peu de défaitisme ou de fatalité. Mais au contraire, moi, ça m'a plus poussé à avoir plus d'ambition et à chercher véritablement à résorber cette fracture numérique. Et c'est vraiment, je trouve, l'idée l'esprit derrière l'idée de passage à l'échelle, et ce que porte l'accélérateur, cette idée de créer des structures qui vont être capables d'avoir un impact réel et durable pour résorber cette fracture numérique. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans l'esprit de l'accélérateur. Et puis après les premiers mois, je suis très satisfait pour l'instant de la façon dont ça se passe, parce qu'en fait, moi j'ai 21 ans, je suis un primo-entrepreneur, même primo-travailleur tout simplement. Et donc en fait, chaque journée est un nouveau saut dans le vide où il faut apprendre à faire des choses que je ne savais pas faire la veille. Et l'avantage de l'accélérateur, c'est qu'on a justement plein de ressources, plein d'échanges, plein de personnes avec lesquelles avancer pour essayer d'éviter certaines erreurs, sans évidemment toutes les éviter, mais en tout cas d'éviter quelques pièges et de pouvoir avancer plus vite et en ayant des bases solides pour construire quelque chose sur la durée. Donc de l'apprentissage, du partage aussi, partage de bonnes nouvelles. Ça aussi, on est toujours attentif à partager les bonnes nouvelles chez chacun d'entre eux, partage aussi des problématiques. Stéphane, comment ça fait écho de votre côté? Nous, c'était amusant parce que c'est vraiment le timing. On a été incubé par la Fondation Émergence dans un premier temps sur Lyon, qui nous a vraiment aidé à positionner la vision du projet. Est-ce que vous voulez faire une petite asso dans une ville, dans un quartier, dans une ville, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose qui demain passe à l'échelle? C'était la vraie question. Donc de cette question, on est arrivé à une réponse. Mehdi et moi, on a des ambitions. Clairement, ce projet, pour nous, c'est une bonne idée, et qu'une bonne idée, elle ne doit pas rester dans un quartier, dans une ville comme Vaux-en-Velin, qui est notre premier projet. Elle doit vraiment partir partout en France et au-delà. Quand je dis au-delà, il y a Outre-mer aussi, puisque je parlais de l'Hexagone et qu'on a déjà des questions Outre-mer. Et du coup, on s'est posé la question de la mise à l'échelle. Comment on passe à l'échelle? Parce que le format même de l'association est peut-être un frein au développement de notre vision. Et avoir rencontré plusieurs acteurs, au bout d'un moment, on a eu beaucoup d'idées. Beaucoup d'acteurs fait beaucoup d'idées. Et c'est là qu'on a eu 13M qui nous a été présenté, d'ailleurs par France Active à l'époque. Et dans ce projet, en fait, on s'est retrouvés tout de suite parce qu'on était exactement au bon timing dans notre évolution. On arrivait au frein de se dire, maintenant, il faut qu'on prenne du recul. Et ce qui nous a plu dans 13M, c'est qu'on allait avoir des acteurs qui allaient nous challenger. Parce qu'on a la tête dans le guidon, et le fait d'être toujours dans le guidon, on avance, mais des fois on n'avance pas dans la bonne direction, en tout cas on s'éparpille. Et du coup, on va avoir des gens qui vont nous dire priorisez correctement, regardez, c'est là où votre priorité elle est, parce qu'ils ont un recul que nous on a pu, malheureusement, une fois qu'on est dedans. Et ils nous apprennent à dire, vous voulez passer à l'échelle, vous devez apprendre à prendre du recul. Vous devez apprendre à prendre la hauteur, parce qu'à un moment donné, c'est plus vous qui êtes dans les cartons, c'est plus vous qui êtes sur le terrain. Vous allez piloter la formation des gens qui vont être dans les cartons et sur le terrain. Et c'est une autre manière de voir le projet tout de suite. Et du coup, on réfléchit à la fois au projet tel qu'il est opérationnel, mais à comment on va le rendre opérationnel dans toutes les villes de France, dans l'esprit. C'est la mission qu'on se donne. Marianne, peut-être une réaction sur les premiers retours d'expérience et puis ceux de l'équipe finalement de la Banque des Territoires qui est extrêmement mobilisée aussi autour de cet accélérateur. Oui, alors nous, on était très, très contents alors, je vais revenir juste un petit peu plus au début du projet, avant de vous connaître. Et quand on est parti sur le projet avec Julien, on ne savait pas si on allait réussir à mobiliser énormément de gens ou pas. On a cherché vraiment à aller découvrir des projets qu'on ne connaissait pas.
parce que le monde de l'inclusion numérique, on connaît, parfois on connaît certains acteurs, on a voulu aller au-delà, et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé à H7 sur le sujet. Et on était content de voir que oui, les entreprises et les associations ont répondu à l'appel. On a eu beaucoup de candidatures, plus de 80 candidatures, j'ai plus le chiffre exact en tête, et on en a sélectionné 4. Donc voilà, déjà ça c'était une première réussite. Et ensuite, je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre les projets, parce que vous avez aussi à apporter aux autres. En dehors de ce que vous venez retirer sur l'accélérateur et de l'accompagnement que vous avez, j'ai trouvé que c'était très riche sur le début de ce que les structures entre elles, vous, en fonction de vos différentes casquettes, de vos casquettes même peut-être précédentes sur d'autres structures, ce que vous pouviez apporter, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Donc pour l'instant, c'est très positif ce lancement. Et Hugo, là aussi, je fais appel à ta mémoire. On en avait discuté quand l'appel à candidature avait été publié de la Banque des Territoires. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout de suite répondu présent quand H7 et notre structure vous a demandé une lettre de soutien, et finalement c'était un engagement pour aussi apporter de la visibilité, favoriser et faciliter le sourcing, on en parlait, et demain, j'imagine, faciliter l'expérimentation sur le territoire. Effectivement, ça nous paraissait important de soutenir une structure qui, on en parlait tout à l'heure, on disait que c'est intéressant aussi que ça sorte un peu de Paris. Complètement, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a une belle structure H7 qu'on a soutenue dès le départ le projet, qui a vocation aussi à évoluer dans les sujets qu'elle traite. Parce que l'inclusion numérique, c'était pas du tout un sujet que vous aviez forcément traité jusqu'à présent. Avec aussi une belle expertise sur ce sujet d'accompagnement, pour faire évoluer des modèles aussi. Donc ça nous paraissait très pertinent de pouvoir soutenir effectivement ce projet, et on est très heureux que H7 ait été retenu. On voit aujourd'hui qu'il y a d'autres acteurs qui émergent sur le champ de l'inclusion numérique, et c'est aussi l'intérêt de ça. Moi, un sujet sur lequel je voulais revenir, c'est la question du modèle économique. Et le modèle de financement. Aujourd'hui, l'inclusion numérique, c'est essentiellement financé par les acteurs publics, que ce soit l'État ou les collectivités, dans un contexte où les budgets sont de plus en plus serrés. On connaît tous le contexte actuel pour les collectivités et l'État. Et donc, il faut réinventer des modèles. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que l'expertise d'H7 sera très intéressante. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le CNR dont on parlait tout à l'heure, les axes, les orientations qui sont sorties à l'issue de ce CNR, qui sont encore en discussion, mais enfin en tout cas il y en a 2 qui font vraiment écho à 13M. Il y a d'une part de mobiliser encore plus les entreprises et les fonds privés sur la thématique de l'inclusion numérique, et là je pense que ça y contribue sur 13M. Et après il y a d'accompagner en ingénierie les porteurs de projets dans la recherche de modèles de financement, et c'est ce que tu viens de dire Hugo, de réfléchir à des modèles pérennes qui ne soient pas basés uniquement sur des subventions, pour que ces structures puissent subsister et grandir. Et donc voilà, ça fait écho à ce qu'on a monté il y a quelques mois, donc il y a des besoins. Ce qui vous permettra aussi, vous, Banque des Territoires, d'investir plus sereinement, j'imagine. Oui, complètement. Nous, derrière, on est, ce que je disais au début, investisseurs à impact dans l'ESS, et en particulier là sur l'inclusion numérique. Et c'est vrai que on s'est dit qu'il manquait cet outil pour passer un cran au-dessus avant d'investir. Et c'est sûr que les structures, une fois passées par l'accompagnement, alors ensuite en fonction, il faut le bon timing, il faut que ce soit le bon moment pour la structure, pour investir, etc. Mais nous, bien sûr qu'on a un intérêt derrière à pouvoir aider, alors après l'accélération, à aider sur la phase plutôt d'investissement dans les structures du programme. Et ben on se projette pendant les 5 dernières minutes qui nous restent. Arthur, je vais te demander de partager des prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour à la fois les 6 prochains mois de 13M, mais plus loin aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est une bonne question. En fait, nous, en 2022, on a pu tester un petit peu nos différents formats. On a travaillé avec une vingtaine de collectivités sur des formats d'ateliers collectifs, des formats événementiels, sur des diagnostics, sur différentes missions, en région parisienne, mais aussi un petit peu partout en France.
Et l'idée en 2023, c'était vraiment de pouvoir confirmer ce modèle-là, réussir à garder cette dimension sur mesure, continuer à vraiment répondre aux enjeux propres à chaque collectivité, mais réussir à le faire de façon beaucoup plus large. Là, en 2023, on va avoir une 50aine de collectivités avec lesquelles on travaille, et il faut qu'on arrive à garder le même niveau de qualité et le même niveau d'impact sur toutes les missions qu'on va mettre en place. Et sur du plus long terme, l'objectif, c'est celui que j'expliquais tout à l'heure, c'est de réussir à avoir un véritable impact au niveau national, et ça passe pour nous par une levée de fonds qu'on aimerait faire en début d'année 2024 pour pouvoir accélérer notre développement, accélérer notre présence au niveau national et renforcer la pertinence de nos solutions pour accompagner les publics en difficulté avec le numérique. C'est un beau programme. J'avais aussi envie de savoir combien de personnes composaient ton équipe aujourd'hui et quel type de profil, parce qu'on parle beaucoup de talents dans cette journée de Zero to One. Les talents, c'est aussi un gros sujet dans l'inclusion numérique. En tout cas, moi, tous les acteurs avec lesquels je discute expliquent qu'il y a un vrai sujet de réussir à recruter des profils à la fois inspirés par cette thématique-là, mais qui collent aussi aux besoins, aux profils dont on a besoin, que ce soit des formateurs numériques, des médiateurs ou des chefs de projet engagés sur ces questions de l'inclusion. Aujourd'hui, nous, chez SOSTEC, on est 6 salariés à temps plein, une partie sur la dimension commerciale et une partie justement sur la réalisation des missions. Et à côté de ça, on a un réseau de formateurs indépendants qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce maillage territorial. Stéphane, même question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui vient dans la feuille de route? D'arriver à trouver ce fameux modèle hybride. Parce que quand on a un subventionnaire qui nous dit il faut aller chercher de l'argent ailleurs et qu'on arrive avec un nouveau modèle qui va chercher de l'argent ailleurs, il dit je peux plus vous subventionner parce que vous n'avez plus le bon modèle. Donc trouver le bon modèle qui plaît à la fois aux subventionneurs, qui permet d'être toujours présent dans les actions et les programmes, et à la fois qui nous permet d'aller chercher des fonds privés ou d'aller nous-mêmes générer du profit sans que ça vienne modifier la vision que peut avoir une collectivité sur notre projet. Donc NEC, on en a parlé, c'est un lieu aujourd'hui à Vanvelin, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc un lieu avec 4 salariés pour le moment sur le lieu, une responsable pédagogique, 2 coachs et un directeur sur le lieu. Les fondateurs, on ne fait pas partie de la structure au niveau salarié puisque notre but était purement de déployer une vision sur l'association. Le but maintenant, avec cette prise de recul, c'est d'arriver à trouver justement l'impulsion financière qui va nous permettre d'aller embaucher ceux qui vont prendre le recul avec nous pour pouvoir étendre le réseau. Parce que là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un accompagnement financier, clairement un DAF, c'est nécessaire pour avoir une visibilité sur le déploiement. Notre responsable pédagogique doit prendre de l'ampleur aussi pour pouvoir avoir déployer des programmes qui vont être lancés un peu partout. Il y a une notion de formation qui est hyper importante pour nous parce qu'effectivement, on va devoir former en interne sur de la formation purement interne, mais à la fois sur des métiers comme l'animateur e-sport, qui est un nouveau diplôme qui a été annoncé par France Compétences, sur lequel j'opère moi sur la partie formation. Mais en tout cas, on va avoir des besoins. Donc, comment renforcer ces besoins, dans quel ordre? C'est toutes les missions qu'on espère atteindre d'ici ces quelques mois. Donc c'est à votre tour de former, de transmettre finalement aussi ce que vous avez appris. C'est là le retour terrain en plus, c'est qu'en fait on apprend tout le temps. Quand on parle d'inclusion numérique, si le chiffre il bouge pas, pour moi, si ce 13 millions même il augmente ou il bouge pas, c'est aussi parce que les nouvelles technologies elles continuent d'évoluer et que en fait on sera tous des exclus du numérique un jour parce que le numérique aura tellement évolué que nous, si on vit sur nos acquis, on va se retrouver de l'autre côté de la barrière. Et quand on parle d'IA, quand on parle de ces nouvelles technologies qui arrivent, on se rend compte que des gens savent utiliser un téléphone, ils savent surfer sur Internet, mais pour autant, quand demain ces outils vont être intégrés dans nos métiers, vont être intégrés dans tous les jours, on sera plus du bon côté de la barrière. Donc il y a ce sujet-là de toujours former, d'apprendre sur le terrain, de bien écouter ce retour terrain et pour l'adapter notre formation tout au long du parcours. C'est vraiment la mission qu'on se donne. C'est passionnant en tout cas, et puis c'est une vraie démarche entrepreneuriale. Association ou finalement entreprise, là-dessus, ça se rejoint bien. Hugo, même question, les prochaines étapes pour la métropole de Lyon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur votre périmètre? Un peu par rapport à ce que disait Arthur, un peu pareil, c'est vrai que nous on a beaucoup testé de choses, on s'est cherché entre guillemets aussi, quand on a lancé la démarche en 2019, on avançait un peu en marchant, on testait des choses et l'inclusion numérique, c'est un peu quand on commence à tirer le fil, il y a toute la plotte qui vient, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'enjeux et de sujets derrière. Nous, un peu pareil, je pense qu'il faut qu'on arrive à se recentrer aussi sur là où on est efficace, là où on a une vraie valeur ajoutée.
On a parlé de la question du matériel et le fait d'avoir à la fois du matériel, de l'accompagnement et de la connectivité, quelque chose qu'on a testé au niveau de la métropole qui est à mon avis quelque chose sur lequel il faut qu'on aille plus loin pour avoir un vrai impact. On a beaucoup parlé d'impact, on parle beaucoup d'impact. Voilà, c'est vraiment équiper, accompagner et connecter les gens. Animer le réseau, voilà, c'est se recentrer sur là où effectivement la métropole de Lyon en tant que collectivité, en tant qu'acteur public a un rôle à jouer et pas aller doublonner des choses qui se font très bien ailleurs. Voilà, c'est vraiment rester dans notre rôle. Mais justement, pour pas faire doublon, il y aura aussi l'action de la Banque des Territoires. Marianne, je te laisse le mot de la fin sur peut-être un dernier rendez-vous, un prochain rendez-vous. Ouais, sur 13M. Fin juin, on a le Demo Day qui aura lieu à Lyon. On pourra également retrouver 13M à Bordeaux en octobre pendant l'événement NEC numérique en commun. Et puis il y aura un nouvel appel à candidature, comme je le disais, à la fin de l'année. Et pour 2024, une nouvelle promotion, donc avec des nouveaux projets pour aller encore plus loin sur l'inclusion numérique. Et avec un peu de chance, les prochaines promotions ne s'appelleront pas 13M, mais on aura peut-être 10M. C'est peut-être ça qu'il faut se souhaiter, qu'on arrive à baisser ce chiffre. Mais bon. C'est l'ambition. Et ben, tout est dit, l'ambition est fixée. On a les bonnes personnes, je pense, autour de la table pour le faire. Au travail. Merci encore à tous les quatre pour vos partages. Merci à tous. Et à très bientôt.